peux tout foirer, quoi. Tu peux foirer et le pro et le perso. On s'était toujours dit, un jour, on aura une boîte ensemble, peut-être un resto. Mathieu cuisine bien, donc les pratiques sont pas forcément les mêmes côté client, je trouve. En Ile-de-France et en province. On a créé l'entreprise pendant que j'étais enceinte du 2e. Tout le lancement de l'entreprise, je l'ai fait pendant mon congé mat pour démarrer le lendemain du congé mat. J'avais pas en tête qu'on allait se lancer dans un contexte économique pas terrible. On clôture notre 2e année, on a atteint notre objectif. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, notre expert comptable et notre banquier nous ont dit non mais en fait quand vous êtes croyez venus nous pas. voir, Ne trop croyez pas. ambitieux. Faut que chacun ait sa place, que ça soit équitable, comme dans un couple équilibré aussi. La réaction de 98% des gens, c'est ça, C'est- c'est de dire jamais j'aurais fait ça, avec ma femme. Mon mari et tout, au secours. Bonjour France, bonjour Mathieu. Bonjour Camara. Camara. Comment ça va ? Très bien. Merci, très bien. Super, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes un duo un peu particulier. J'ai eu la chance de vous accompagner récemment dans le cadre de votre du développement de votre cabinet. Particulier parce que vous avez lancé votre cabinet en février 2024, donc c'est relativement récent. Vous êtes associés, mais vous êtes aussi en couple dans la vraie vie. Et parents. Donc effectivement, c'est pas commun de croiser des associés de cabinet qui sont en couple et qui vivent de leur activité ensemble. Et donc effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai proposé effectivement de vous interviewer. Je pense que vous avez énormément de choses à raconter. En tout cas, moi, vous m'avez beaucoup fait rire pendant notre accompagnement avec plein d'anecdotes clients, candidats, etc. Et effectivement, ça m'intéresse de comprendre déjà pourquoi vous vous êtes lancés ensemble, surtout que Mathieu, tu as un parcours assez particulier. À la base, tu viens pas du recrutement. Donc, effectivement, comprendre un peu votre parcours et surtout comprendre comment est-ce qu'on réussit, parce que c'est votre cas, sur un secteur en tension. Et surtout, comment est-ce qu'on réussit en couple. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Puis après, je vous poserai un certain nombre de questions qui nous permettront de comprendre aujourd'hui comment vous y arrivez. Donc je m'appelle France Thomas, fondatrice et associée de Mathieu au sein du cabinet Selectine. Mon parcours, pour faire rapide, sur la partie ressources humaines, j'ai commencé en tant que RH, généraliste, jusqu'à avoir un poste de RRH dans une grosse PME, avant de bifurquer sur le conseil en recrutement. D'abord dans un cabinet en étant salarié, un cabinet traditionnel, où je suis restée à peu près 18 mois, avant qu'on lance le cabinet début 2024, donc il y a 2 ans. Et moi, je suis Mathieu Thomas, j'ai 37 ans et je viens pas du tout du monde du recrutement à proprement parler auparavant, même si j'en faisais. Je suis plutôt du secteur médico-social à l'origine, donc j'ai été sur des postes de chef de service, adjoint de direction et également éducateur spécialisé auparavant. Donc plutôt dans le secteur médico-social. Voilà, et on a décidé en 2023-2024, on va dire, de créer le cabinet, de se lancer ensemble, en se disant qu'il y avait à la fois une opportunité d'aller sur le secteur du recrutement, mais aussi d'aller sur ce marché médico-social ensemble. On s'interrompt 2 minutes pour vous présenter Calent. Calent, qui est un outil de sourcing pour les recruteurs, qui est plébiscité par la communauté Headlinker et qui nous fait l'honneur d'être le sponsor de notre première édition de podcast. Calent, c'est un outil de sourcing assisté par IA qui permet très simplement d'identifier les bons profils dans une base de plus de 100 millions de candidats, mais également de récupérer leur numéro de téléphone dans plus de 80% des cas, de lancer des campagnes multicanales, mail, MP LinkedIn et même WhatsApp, et même d'intégrer les candidats directement dans la plupart des ATS. La liste s'allonge tous les jours. Bref, c'est un outil multi-usage, très simple d'utilisation, qui est encore une fois plébiscité par la communauté Headlinker et qu'on ne saurait trop vous recommander. Puis peut-être aussi un projet de vie, parce que donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc on commence à bien se connaître, mais on s'était toujours dit un jour on aura une boîte ensemble, je sais pas quoi, peut-être un resto. On s'était dit Mathieu cuisine bien, donc pourquoi pas, peut-être un jour on ouvre un resto. Et en fait, le recrutement, quand je suis passée en cabinet, c'était avec l'idée de le faire de façon indépendante, mais je voulais pas me lancer tout de suite. Je voulais apprendre le commerce en cabinet, faire mes armes. Et comme j'ai compris assez rapidement, me dire je me lance indépendante. Et notre projet entrepreneurial qu'on avait en tête, Mathieu s'est dit pourquoi pas
ce que tu n'as pas précisé, c'est que toi, tu recrutais parce que tu étais cadre et tu avais des équipes, tu es encadré jusqu'à 25 personnes, donc ils recrutaient pour lui. Donc, faire des entretiens de recrutement, tu savais faire. Tu as appris sur le tas, mais du coup, c'est parti comme ça. Et le projet de vie aussi. Mais après, il faut quand même se le dire, c'est pas du tout le même. Enfin, ça n'a rien à voir en termes de métier, quoi. Recruter en cabinet. En tant que recruteur, c'est vraiment un métier à part entière. C'est un exercice qui n'a rien à voir. Mais en tout cas, il y avait cette expérience-là en amont. C'est fou ça, parce que j'étais convaincue que l'idée, elle venait de France. Et en fait, l'idée, elle vient de toi. Il m'a mis un petit coup de pression quand même, parce qu'en fait, alors, on a créé l'entreprise pendant que j'étais enceinte du 2e. Moi, j'ai fait les statuts, j'ai créé le site internet jusqu'au bout du bout. Et tout le lancement de l'entreprise, je l'ai fait pendant mon congé mat pour démarrer. Le lendemain du congé mat, j'étais en train de prendre un job. Mais si Mathieu n'avait pas poussé, je pense que je serais retournée dans le cabinet où j'étais. Et je m'étais dit, je fais peut-être encore 1 an ou 2. Pas parce que... Alors, j'étais pas trop en phase, moi, avec la vision du cabinet où j'étais, mais on avait une équipe. C'était super, en fait. Le bureau, c'était comme si on travaillait avec une bande de copains. Et j'étais très attachée à mon équipe. Donc, bon, il y a eu un petit dilemme. Et Mathieu était plus à se dire, vas-y, on se lance maintenant. Donc, ça a accéléré le projet. Et il y avait une question de timing. C'est ça. Ouais. C'était un peu avant la crise. Parce que ça allait encore bien. Je suis partie en congé mat. Je voyais des collègues qui commençaient à avoir des baisses d'activité. L'immobilier, le BTP s'était effondré. Moi, j'intervenais pas dessus, donc ça me dérangeait pas. Et en fait, quand j'ai redémarré en 2024, le recrutement, il allait pas bien. Mais j'étais restée 5 mois, enfin 4 mois, un peu en dehors. Donc, j'avais pas en tête qu'on allait se lancer dans un contexte économique pas terrible. Donc, petite douche froide au démarrage, et puis après... Et vous faites tout de suite le choix de la spécialisation ? Non, parce que moi, j'avais une volonté de voir un peu autre chose que le secteur médico-social. Toi, j'y étais bien. Ça, c'était un métier passion avant. Et je me suis dit, mais il faut aussi te laisser le temps de découvrir ce métier, et pas forcément que sur le secteur médico-social. J'ai plus débuté, alors quand même dans le secteur médico-social, mais plus sur des métiers comptables. Et finalement, par la force des choses, je suis revenu sur du recrutement, on va dire, de cadres dans le secteur médico-social. Mais je n'avais pas forcément cette intention-là au début. Et puis en fait, par la force des choses, tu te rends compte que tu as un diplôme, tu as une expérience, et que c'est un peu ton faire-valoir dans le secteur. Parce qu'en plus, moi, je n'ai pas fait de cabinet avant. Donc, si même dans ta façon de prospecter, tu t'appuies sur quoi ? Sur ton réseau, et puis sur ta carte de visite, quoi. Ton pédigré. Et donc moi, ça a été par bon an, mal an, comme ça que j'ai développé sur le secteur médico-social. Oui, du coup, pour moi, il fallait que Mathieu se spécialise, vu que c'est vraiment un expert métier, qu'il a eu des postes de direction dans un secteur. C'est vrai qu'au départ, quand il s'est lancé, il disait « Ah non, j'ai aussi envie de voir autre chose ». J'étais pas... Je trouvais que c'était pas ce qui est le plus pertinent, mais tu as testé... ton premier recrutement que tu avais, c'est un comptable. Alors, c'est un comptable en asso, mais t'as pas essayé de prospecter tout de suite là-dessus, les premières semaines. Et puis finalement, le naturel revient au galop, et la spécialisation, elle est ultra... pertinente. Elle est logique, ouais. Oui, mais toi, moi, c'est vraiment une spécialisation secteur. Même pas... je devrais plus me localiser quelque part, mais en fait, tu vois, je m'appuie à la fois sur le réseau dans lequel j'évolue avant, avec qui il y a quand même pas mal de confiance, et du coup qui me sollicite, et il y a un peu de récurrence. Et puis des comptes qu'on a plus ouverts au national, donc en fait qui m'amènent à recruter un peu sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi ça qui est intéressant. Et tu fais pas que du recrutement aussi. C'est que donc le fait d'avoir aussi une très bonne connaissance du secteur, et d'y avoir été à plusieurs niveaux hiérarchiques, ça me permet aussi d'assez vite appréhender les tensions, les difficultés qu'il peut y avoir sur, sur des associations, sur des services, sur des fondations.
et d'accompagner aujourd'hui les directions, les gouvernances sur certaines problématiques qu'ils rencontrent. Et ça, c'est aussi plaisant. Et pour moi, ça me permet de garder une certaine stimulation intellectuelle qui est plus proche de mon ancien métier. Ouais. Là où, pour moi, c'est très personnel. En fait, le recrutement, il y a quelque chose que je trouve assez chronophage en fait, dans l'émission, surtout quand on est identifié sur certains postes. Et du coup, le conseil permet de diversifier vraiment quand même l'activité. Et parfois, des missions de conseil, elles aboutissent à un recrutement. Ouais. Bah, c'est le Ça but. peut être, oui, mais c'est pas toujours la thématique. Oui, Mais il y a ça peut nourrir, un business peut nourrir l'autre. Donc la spécialisation, elle s'est faite toute seule. Moi, je suis encore, partagée. En 2 ans, mon activité aussi, elle évolue. Et ce qui est bien, c'est que quand tu es indépendant, bah, tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux. Et si demain, un secteur d'activité s'effondre ou autre, bah, c'est pas grave, tu vas faire autre chose. Donc, je dirais pas que je suis opportuniste, mais quand une porte s'ouvre et qu'elle est sympa, j'y vais. Et aujourd'hui, mon activité, si je m'arrête à l'instant T, finalement, à 50%, je fais des fonctions support vraiment nichées sur le secteur associatif, donc social, médico-social, plutôt sur la finance d'entreprise et la paye, où il y a des particularités. Un DAF ou un comptable en asso, il ne fait pas du tout la même compta que dans une entreprise du privé lucratif. Ça, j'ai compris les spécificités. Et c'est facile de prospecter vraiment sur cette niche parce que j'ai saisi les différences et j'ai des éléments de langage qui parlent aux prospects que je vais contacter. Mais par contre, le 50% de restant de mon activité, mon chiffre d'affaires, c'est un peu de fonction support, des commerciaux et des fois des postes techniques dans l'industrie où c'est vraiment moitié du généraliste et moitié du très niché. Donc, je ne saurais pas te dire si je suis spécialisée ou généraliste, en fait. Ok. Il y a quand même une tendance à être plus, toi, sur une spécialisation par métier, plus support quand même. Oui, plus support. J'ai plus une attirance pour les métiers plutôt tertiaires, les fonctions support, finance, paye, RH, etc. Les commerciaux aussi, j'aime bien. Mais d'autres fonctions plus techniques où en fait, je me rends compte que je m'éclate. Je fais un data scientist. Je connaissais rien, j'ai adoré. Des responsables qualité dans l'industrie, j'adore. Et si tu cherches un peu, en fait, tu comprends vite les métiers. C'est aussi intéressant. J'aime bien, moi, cette gymnastique de découvrir des nouveaux métiers. Je trouve que quand tu recrutes toujours la même chose, bah, faut avoir aussi envie tous les matins de se lever. Et qu'est-ce qui te motive? Donc, en fait, mon portefeuille généraliste, j'ai aussi 2-3 belles PME qui m'ont fléché sur leur recrutement et qui m'appellent pour différents besoins. Et en fait, ces entreprises-là, il y en a une, je crois que j'ai fait en 2 ans, j'ai fait 7 recrutements chez eux. Pas parce qu'ils ont du turnover, parce qu'ils sont en croissance. Et c'est une très belle boîte. Et j'en ai une autre aussi qui est en croissance. Et en fait, ces entreprises, je les connais hyper bien. Et finalement, ce qui va être le plus important pour moi, c'est de trouver les candidats, en fait, des personnalités qui vont matcher chez eux. Et souvent, j'arrive à déclencher un coup de cœur avec un candidat quand je leur envoie. Pas tout le temps, mais quand même. Et en fait, du coup, je connais très bien ces clients-là. Et finalement, peu importe le poste qu'ils vont me donner. Et ça, j'aime bien, ce côté... parce que j'ai été RH en PME, donc... c'est plaisant, hein, même de défendre une marque employeur qu'on connaît bien, avec qui on crée une histoire. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est clair. Dans votre profil... Et en tout cas, moi, je l'ai vu dans le cadre de l'accompagnement notamment. Vous êtes très complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez ensemble? Parce qu'en plus, vous avez des profils très différents. Vous venez de 2 environnements, de secteurs d'activité différents. Et vous travaillez un peu aussi différemment sur des profils qui sont différents. Donc aujourd'hui, comment vous nourrissez entre vous et comment finalement se complètent vos profils? Moi, je trouve que ce qui est important déjà, c'est de se dire... moi, j'ai commencé à vraiment découvrir l'écosystème donc en 2024, l'écosystème du recrutement. Et je trouve que le fait d'être à 2, alors en couple avant tout, mais à 2,
c'est super parce que ça permet d'avoir, de se soutenir l'un l'autre, parce que c'est quand même un métier vraiment avec des hauts et des bas assez puissants. Et d'être à deux, c'est vraiment une force. Donc ça là-dessus, en plus, et de se connaître, c'est plutôt bien. Après, c'est une qualité, en même temps, ça peut être un défaut dans le sens où on se connaît dans le perso comme dans le pro. Et en fait, ce qui énerve à un moment peut aussi énerver sur le versant professionnel. Ça, c'est un autre sujet. mais après, si on rentre plus dans la technique, et peut-être plus sur la partie... Il y a deux points vraiment, moi, je trouve intéressant d'analyser. Que je trouve vraiment intéressant d'analyser, c'est la partie conseil, où en fait finalement on a vu qu'on pouvait intervenir ensemble sur des missions de conseil. Ouais. On a fait une mission en duo. Et où derrière il y a eu un recrutement et on se rend compte qu'on apporte une réponse complète à là en l'occurrence un directeur général d'association, et c'est quand même vraiment chouette. C'est plaisant, et aussi du coup de bien flécher qu'il y a un expert. Alors, dans le médico-social, on n'aime pas trop le mot expert, mais en tout cas là, il y a vraiment un expert plus sur l'opérationnel, le cœur de métier médico-social, et un expert sur toute la dimension environnement de poste, fonction support. Ça, on a réussi à faire sortir ça. Et en fait, finalement, là, c'est complémentaire. On est complémentaires. Et après, je pense que l'autre dimension qui est importante, c'est sur la partie prospection, où finalement, moi, c'est pas ce que je sais le mieux faire, on va pas se mentir. Mais je m'appuie sur aussi mon réseau à la base. Je prospecte aussi peut-être de façon plus douce, on va dire, que France. Et en fait, on arrive à se servir l'un l'autre, où moi, je peux faire bénéficier mon réseau, on en parlait tout à l'heure, à France, et France, à contrario, parfois va prospecter plus dans le dur aussi. Je t'ai ouvert un gros compte. M'a permis d'ouvrir un gros compte. Voilà, et ça, c'est bien du coup d'avoir cette logique vraiment associée. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement on n'est pas seul, et que on peut trouver, on peut avoir des opportunités créées par l'autre aussi. Et c'est pas que parce que sinon ça peut. Je pense qu'il peut y avoir des traversées du désert tout seul. D'ailleurs, est-ce que vous en avez traversé justement des traversées du désert, ou des moments où c'était super compliqué? Ouais, moi au départ, en fait, donc je démarre en février 2024. En fait, je rentre 3 jobs directement. Là, le premier ou le deuxième jour, en fait, j'ai 3 jobs. Donc je fais mes 3 placements le premier mois. Super. Donc en mars, voilà, je fais mes 3 placements. Et il se passe rien entre avril et mai. Je sais pas, je prospecte mal, je rentre un job, je présente 10 candidats, il n'y en a aucun qui va... Enfin, c'est une cata. Je vais sur des plateformes aussi, je découvre des plateformes de missions, etc. Je perds un temps dessus, truc qui n'avance pas. Et du coup, il ne se passe rien entre avril et mai. Ça a été un peu dur moralement, parce qu'économiquement, ça allait mal. Donc, on se dit, waouh, on a lâché notre job, on a 2 enfants... est-ce qu'on monte notre boîte au bon moment? Parce que c'est une crise économique, ça va être compliqué. Et le fait aussi d'être entouré, on a autour de nous d'autres recruteurs indépendants qui se sont lancés aussi un peu en même temps que nous. Donc mon ancienne aussi responsable de mon cabinet, elle a eu la même traversée du désert, un peu au même moment. Je lui dis, ok, ça vient pas de moi, ok. Et on s'est un peu serré les coudes. Et puis, on a rentré des jobs ensuite, au début de l'été. On est reparti. Et de ne pas être seul, alors nous, on ne fait pas partie d'un collectif, on est des purs indépendants, mais on n'est pas complètement seul aussi. On a d'autres gens autour de nous avec qui on échange. Je trouve que ça, en tout cas, c'est quand tu as un coup dur, là, ça a été le cas, on s'est soutenus. Et on en parlait tout à l'heure, mais moi, c'est ce que je trouve assez chouette, en fait, finalement, aussi dans les formats proposés sur l'écosystème recrutement aujourd'hui, pour venir d'un secteur complètement différent.
quand je suis arrivé, de voir qu'il y a ces collectifs de recruteurs. Enfin, quelqu'un qui veut se lancer, il peut aussi se lancer dans un écosystème où il va être soutenu. Et je trouve que c'est hyper important parce que ouais, c'est des métiers pas évidents parce que à la fois la prospection, c'est pas facile, à la fois les processus, parfois, c'est de l'humain, donc ça dépend pas que du recruteur. Enfin, et c'est ça qui est pas évident. Ouais, ça peut vite être ingrat et c'est un sport d'endurance en fait, quoi. Donc il faut être bien entouré et avoir des gens, je trouve, à qui on peut discuter, débriefer. Qu'est-ce qui a fait que c'est reparti justement avant l'été? Parce que quand on se rencontre la première fois, de mémoire, c'était au Talent Lab de Laurent Brouat. Donc avril 2025. Ouais, donc l'année d'après. Donc un an après. Ouais. Et à ce moment-là, tu as fait une super première année. Bah oui, finalement, c'est reparti. Ça s'est enclenché. Je sais pas. Après, je pense qu'il y a quand même une sorte de saisonnalité dans le recrutement que j'avais pas perçue quand j'étais salariée en cabinet. Je suis peut-être pas restée assez longtemps pour le percevoir. Et comme j'avais créé mon portefeuille, je partais de zéro aussi. Donc Et là, je trouve quand même que tu as des périodes mortes. Et avril-mai, je trouve que ça en fait partie. Il y a un combo, les vacances scolaires, les ponts du mois de mai. Et du coup, il n'y a pas de prise, il ne se passe rien. Et ça, en fait, je ne l'avais pas en tête. Donc cette année, je sais pas quelle a été... je crois qu'on est parti en vacances au mois de mai. On est parti une semaine en se disant ça ne va rien se passer. Du coup, quand tu sais que ça va être mort, tu paniques pas. Mais la première année, oui, je n'avais pas anticipé ça et j'ai eu un petit coup de stress. Et puis après, ce qui est aussi intéressant, c'est... Tu vois, le fait d'être sur le secteur privé lucratif et privé non lucratif, en fait, les dynamiques, elles sont pas les mêmes. Et tu vas avoir... s'il y a un secteur qui se porte un peu moins bien à un moment, tu peux espérer que l'autre puisse te porter à ce moment-là, quoi. Et en tout cas, nous, comme on est un petit cabinet, c'est plutôt intéressant. Et... moi, j'aime bien l'idée aussi de se dire que quand ça va mal économiquement, il y a aussi des opportunités. Quand ça va mal politiquement, parce que sur le non lucratif, c'est politique en général quand ça avance bien. C'est économique, mais derrière, c'est politique. Et il y a aussi des opportunités. Et quand tu es à deux, en fait, tu sais aussi... Tu as un regard plus acéré. Comme on le disait tout à l'heure, quand tu es un peu fatigué, tu te dis non, mais là, en fait, non, il n'y a rien qui avance. En fait, tu as quelqu'un qui peut impulser un peu cette dynamique de dire attends, on peut aller regarder de ce côté-là plutôt que par là. Et c'est souvent une question de prisme, par quelle fenêtre en fait tu regardes un problème à un moment donné, quoi. Et on en parlait ce matin dans le train en venant, mais tu vois, les ouvertures de comptes, que ce soit des gros comptes ou des plus petits comptes, c'est l'histoire de pas grand-chose en fait, quoi. France, elle racontait l'anecdote d'un de ses clients qui, en fait, l'a royalement envoyé paître sur la première prise de contact. Et aujourd'hui, c'est ça fait partie des PME avec qui je recrute un peu tout poste. Et c'est une super boîte, top client. Parce que tu l'as prospecté, il t'a dit... Alors, c'est vraiment mes tout débuts. Je me suis dit... en fait, quand j'ai commencé ma prospection début 2024, je me suis dit, je vais faire ce que j'avais fait en cabinet qui marchait bien. Toi, tu dis c'est une aberration de faire ça, mais moi, je me suis dit, je tente, je repars de zéro. Je trouve un super profil, de comptable général. Ça parlera à ceux qui connaissent la compta, mais super profil. Je me dis, tout le monde va se l'arracher. En tout cas, il y a 6 mois, j'aurais eu cette candidate, je l'aurais pu la placer à plein d'endroits. Donc je fais un push quand même assez large, sachant que sinon je push pas du tout. En fait, je fais 3 CV poussés par an, donc je pousse un peu en me disant de toute façon des comptables potentiellement il y en a dans toutes les boîtes, donc ça peut parler. Et personne intéressé par cette formidable candidate. Et j'ai 2-3 réponses, dont une. De toute façon, on n'a pas de fonction support chez nous, tout externalisé. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Merci de me rayer de votre listing d'envoi. Le patron qui m'envoie ça. Et en fait, j'ai rebondi à son mail. Et je lui ai dit, je suis navrée. Et puis, merci quand même de m'avoir répondu. Puis j'ai regardé ce qu'il recrutait.
C'est une entreprise en plus dans le secteur que je connais pas trop, dans l'IT. Et je rebondis, je dis par contre, si vous recrutez un consultant, je peux peut-être vous aider. Et je sais plus, quelques jours après, en fait, c'est son associé qui m'appelle. Il me dit comme ça, vous pouvez nous aider à recruter des consultants. Je dis attends, c'est qui c'est comme c'était pas le même nom. Bah oui. Je savais pas qui m'appelait. Et finalement, il avait des habitudes de travailler avec des cabinets. Comme ils n'ont pas de fonction support, ils externalisaient quand même pas mal de postes. Et finalement, il a été content. Et puis voilà, là, j'ai finalisé mon 4e recrutement chez eux. Tu vois, en un an et demi de collaboration, je fais 4 recrutements. Et c'est pas une grosse PME. Et il est content. Et voilà. Mais du coup, c'est improbable. Et on se demandait dans le train comment on trouve des clients. Par différentes façons. Il faut se fermer aucune porte. Tout peut être... le moins de contact peut être une fenêtre qui s'ouvre un petit peu. Il faut savoir rebondir et pas se... on se prend des portes à longueur de temps. Faut garder le sourire et puis peut-être un coup de culot, de répartie ou je ne sais quoi. En fait, ça peut t'ouvrir un super compte. Mais ça part mal au départ. Faut toujours... tout est possible. Et tu vois, si tu n'avais pas répondu, ou que tu avais laissé tu vois, le mail sans réponse... 4 recrutements en moins sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, et justement, du coup, tu me disais que vous prospectez de différentes manières. En tout cas, vous avez des clients de différentes manières. Quelles sont les manières que vous avez, que vous utilisez dans votre stratégie commerciale au global et on y reviendra après. Mais quelles sont par contre les méthodes que tu te refuses d'utiliser aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y en a. On prospecte un peu partout, sur LinkedIn, aussi des messages. C'est d'être ciblé. On ne fait pas du tout de prospection automatisée en masse sur LinkedIn avec des outils, pas du tout. C'est à la mano, c'est message par message. Donc, finalement, peu de quantité, pas de volume. Du mail aussi, téléphone... et sur de la prise de référence, des rebonds sur de la prise de référence. Puis de temps en temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur un profil très bien ciblé, tu peux aller plus... Un peu plus. Oui, un peu plus. Là, puis tu nous as accompagnés parce qu'on voulait passer un cap aussi en termes de chiffre d'affaires, etc. Et on s'est dit... puis nous, on aime bien se former. On reprend nos études, on fait plein de trucs. Donc, du coup, ta formation aussi, moi, elle m'a remise un peu là-dessus. Mais en fait, je pousse jamais de CV. Là, je me suis remis à prospecter par mail peut-être un peu plus différemment. Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, tu me disais que tu te refusais, tu vois, par exemple, de faire du push CV. En masse, on en avait déjà, on en avait déjà beaucoup parlé. J'ai du mal avec ces pratiques. Ouais. Parce que alors je trouve que il y a des pratiques quand même de prendre des CV de gens sur des CV tech, de les balancer à la terre entière sans même contacter le candidat. Ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de déplorable parce qu'en fait, le CV, c'est pas un bout de papier. En fait, il y a un humain derrière et cette personne-là, un recruteur qui fait ça, en fait, potentiellement, il crame cette personne. Et moi, ça m'est arrivé sur un recrutement de trouver un CV sur une CV Tech, bien. Je préqualifie la personne, très bien. Elle me dit non, j'ai pas été contactée par d'autres cabinets de recrutement. Très bien, j'ai juste mis mon CV en ligne, etc. Très bien. Je l'envoie à mon client et il me dit j'ai déjà reçu le CV 3 fois ou 2 fois hier ou dans la semaine. Et en gros, il me dit qu'il n'est pas intéressé parce qu'il a déjà reçu le CV. Mais le CV est bien, mais il dit, du coup, elle n'a pas de valeur, cette personne-là, vu que tout le monde me l'envoie. Donc, en fait, j'ai quand même... j'ai re-questionné la candidate. Elle me dit non, mais aucun cabinet de recrutement ne m'a contacté. Et donc, elle était un peu outrée. Elle me dit j'enlève mon CV de la CV Tech parce que c'est pas correct. Ouais. Et finalement, cette fille-là, elle a été recrutée par mon client. Donc, finalement, je ne suis pas la première à avoir envoyé le CV. Mais ce client-là, j'avais un compte aussi. Enfin, il me faisait confiance. Donc, il recevait des CV, finalement, des bons CV. Mais en fait, il ne fait pas confiance aux consultants qui les envoient. Et donc, je me suis dit, c'est quand même... je trouve ça
dommage pour les candidats de ces pratiques-là, parce que si j'avais pas été là, cette fille-là n'aurait pas été recrutée dans cette entreprise où elle est depuis 1 an et demi et ça se passe super bien. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pas. Et puis moi, j'ai un souvenir quand je suis arrivé sur le cabinet. En France, ça s'est lancé 2 mois avant que je la rejoigne. Et en fait, il y avait... tu vois, je la voyais en prise avec le secteur vraiment audit expertise comptable, où au début, tu avais quelques clients dessus. Ouais, où j'ai testé un peu. J'ai testé un peu l'AEC. Voir un peu comment ça répondait. pouvait être complémentaire. Et en fait, je voyais de loin les pratiques et je me suis dit, mais en fait, c'est un univers, quoi. C'est vraiment à qui va aller voir la CVTech le plus tôt le matin pour transmettre les CV. Et je me disais, mais c'est quoi le sens de tout ça? Enfin, vraiment, quand on arrive et qu'on se dit, mais regarde, complètement de l'extérieur, on se dit, mais waouh. Après, c'est aussi cette pratique-là, je pense que c'est une dérive aussi du comportement de certains clients. Donc, c'est des mauvaises pratiques, ils nourrissent d'autres mauvaises pratiques. Donc, tu essayes un peu de faire changer le truc. Et c'est possible. Mais sauf qu'en fait, tu te dis, le marché est rendu à un niveau où tu te dis, c'est quand même biaisé, quoi. Il y a quelque chose qui est pas logique, quoi. Enfin, il y a quelque chose qu'on a raté. Ça sert plus personne. Je me dis, à ce moment-là, on est dans une situation où ça sert plus grand monde, quoi. Ouais, c'est clair. Et vous avez fait le choix d'un positionnement assez particulier parce que vous ne traitez qu'avec de la compte. En tout cas, vous travaillez avec vos clients avec de la compte. Ouais. Pas que, mais on tend vers ça. Ok. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous le faites? Alors déjà, le positionnement à la compte, il n'a pas été inné. Parce que moi, j'étais formée dans un cabinet au succès. Oui. Où j'ai dû prendre un acompte ou 2. Mais voilà, j'étais formée au succès. Et quand on s'est lancé, je m'étais dit quand même... j'avais envie d'engager les clients. Donc, on a démarré un petit peu au succès. J'ai mis un peu des plans qui faisaient un peu comme des acomptes. En me disant, de toute façon... même si je fais du succès, moi, j'étais souvent en exclu, toute seule. Et je travaillais à la mission. J'ai jamais eu 15 jobs en même temps. Quand j'étais en salarié en cabinet, franchement, mon max, ça devait être 6 ou 7 en simultané. Et c'était beaucoup. Par contre, je transformais pratiquement tout. Et là on est pareil. Là, on s'engage à ne pas prendre beaucoup de missions en même temps pour aller au bout de tout. Donc, le mode de facturation, à la limite, ce n'était pas ça trop la question. C'était même si je suis au succès, je transforme. Mais le cheminement fait que quand tu travailles comme ça, tu vas un peu naturellement vers de la compte. Et aujourd'hui, on est sur... sur un acompte symbolique. Ouais, notre acompte, il est pas très élevé. Mais Mathieu, toi, tu as un gros compte qu'on a ouvert au début sur un mode succès, mais tu es un peu en exclusivité. Et on n'a pas renégocié. Mais sinon, le reste, moi, je faisais un peu le calcul là dans le train quand on est arrivé. Je crois que j'ai 10 à 15% de mes recrutements qui sont au succès. Tout le reste, c'est à la compte. Et je prends des acomptes. Les gens vont peut-être pas le croire, mais en cabinet comptable, je prends des acomptes. J'ai pris un acompte. Alors c'est un poste que normalement j'adresse pas trop, mais c'est du réseau perso. J'ai pris un acompte sur un technicien de maintenance de nuit, un truc introuvable. Tu m'avais raconté. Mais j'ai trouvé, mais en général c'est plutôt des postes que tu fais au succès comme ça, un peu en pouce CV. Donc en fait, je pense que les acomptes, on peut les prendre sur tous les métiers. Par contre, derrière, si tu veux pas te cramer, faut délivrer, faut trouver quelqu'un. Faut de l'engagement. Ouais. Et comment tu fais pour le vendre? Est-ce qu'il y a un discours particulier que tu tiens pour vendre de la compte? Oui, c'est de se dire, on s'engage, on prend peu de missions simultanées. On a 5-6 postes maxi en même temps. Donc, je vais m'engager, je vais tout mettre en œuvre pour vous trouver quelqu'un. Sous un délai, on s'engage à sortir des shortlists rapidement. Par contre, j'ai besoin que vous vous engagiez. Donc, des fois, en fait, oui, c'est symbolique, mais... je trouve que ça... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la compte, finalement, il parle aussi de l'engagement du client. Et en fait, derrière, quand tu vas au succès, tu peux vite, des fois, te retrouver dans des schémas où... tu peux être un peu plus consommable pour le client, tu vois. J'attends, c'est pas grave, tant pis, on a rien. Et en fait là,
ça crée un peu de fait une relation où les deux vont être impliqués. Tout le monde s'engage. Après, ça correspond aussi à un modèle, tu vois. Il y a pas, moi, je dis pas. C'est pas fait pour tout le monde. Ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pareil. Enfin, nous, en tout cas, on se veut sur un positionnement, qualité, avec une relation construite dans le temps. Enfin, se dire, voilà, qu'on On va pas faire du one shot. Ouais, voilà, c'est pas, ouais, voilà, essayer de développer sur du plus long terme. Et ça, c'est pas. Je trouve que ça passe aussi par là. Enfin, finalement, c'est de se dire, on se respecte. Enfin, on se respecte entre guillemets par ce biais-là, en se disant, voilà, c'est une reconnaissance de notre travail, de notre implication, de l'implication du client. Moi, je le vois vraiment comme ça. Mais pour autant, toi, j'ai des comptes au succès et il y a une relation. Enfin, on a réussi à fidéliser. Et en fait, il y a du respect aussi. Après, bien sûr. Et ça se passe bien, mais c'est pas une finalité en soi, le Ouais. mode de facturation. je pense pas qu'il faut que ce soit. Mais aujourd'hui, là, on l'institue. Et après, ce qui est marrant, parce que du coup, donc nous, on est basé à côté de Nantes, donc on recrute. Moi, je recrute quand même pas mal dans l'Ouest, mais aussi on recrute toute France parce qu'on a ouvert des gros comptes dont les sièges sont à Paris et ça diffuse en région, mais il y a aussi des postes à Paris. Et les pratiques sont pas forcément les mêmes côté client, je trouve, en Île-de-France et en province. C'est-à-dire en Île-de-France, je pense que les entreprises, elles ont plus l'habitude de passer avec des cabinets de recrutement. Donc c'est peut-être plus transactionnel et on peut être plus dans dans la partie consommable, donc du succès. C'est peut-être plus compliqué. Il y a plus de densité, en fait, on le sent tout de suite, je trouve. Ouais. Et en province, c'est différent. Le rapport est pas pareil. Et ça, j'avais pas ça en tête. En fait, c'est... Consultant en recrutement, en fonction de l'endroit où tu recrutes, où sont tes clients, c'était pas forcément la même relation commerciale que tu as. Et ça, j'aurais pas pensé ça. Ce que je vois, moi, sur le marché, c'est qu'effectivement, quand on est consultant en recrutement en région, les clients c'est important pour les clients ou les prospects de nous voir dans un premier temps, faire des rendez-vous physiques pour effectivement instaurer la relation, etc. Beaucoup dans l'industrie. Alors qu'effectivement, à Paris, une entreprise parisienne peut travailler avec un consultant à Nantes sans aucun problème, sans l'avoir déjà vu. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Oui. Non, c'est vrai. Non, mais c'est clair. C'est pas pareil, ouais. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous êtes basé pour dire, OK, il faut que j'ai réussi ça cette année pour pouvoir poursuivre une deuxième année sereinement? Donc ça peut être financier ou autre. Ouais, on s'était mis des objectifs de chiffre d'affaires parce qu'en fait, nous, on n'est pas parti comme ça à l'arrache. C'était quand même travailler notre lancement. On a écrit un business plan, un vrai business plan. Moi, je pense que tout le monde le fait. Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Moi, je l'ai pas fait. Non. Et en fait, nous, on a écrit un vrai business plan qui a été aussi validé par une expert comptable parce qu'on a fait un petit emprunt réseau. En fait, on n'aurait pas eu besoin, mais je sais pas. On a emprunté pour payer au début les licences. Mais oui, ça nous fait une charge, mais bref. Mais du coup, on a fait vraiment un vrai business plan sur 3 ans. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, l'expert comptable et le banquier, parce que pour le moment, on le respecte à la lettre. Vraiment, on est pile dans la cible à 2-3 000 euros près. Et notre expert comptable et notre banquier nous ont dit non mais en fait quand vous êtes venus nous voir c'est trop ambitieux. Ils ne croyaient pas. Et ils se sont dit parce que je pense qu'économiquement ça ralentissait fort partout. Et ils se disaient non mais et sauf que du coup jusque là on croise les doigts mais on arrive à tenir les choses. On a tenu, on clôture notre deuxième année, on a atteint notre objectif. On l'a dépassé un petit peu, donc c'est très bien. Donc là, année 3, 2026, on va voir si on arrive à aller là où on va voir ce qu'on a écrit. On s'est fait accompagner pour ça, donc on va voir. Mais donc oui, nous, on avait vraiment des objectifs... chiffrés, et puis de chiffre d'affaires et je pense aussi, tu vois, de visibilité sur... de se dire, voilà, est-ce que finalement on a ouvert des comptes avec des clients où on sait qu'on peut avoir de la récurrence, ou est-ce que c'est quelque chose de très instable et trop compliqué à tenir. Enfin, tu vois, je pense qu'il y avait tout ça.
On s'était dit qu'on voulait aussi avoir un objectif de... alors là, c'est plutôt sur de la gestion d'entreprise, mais avoir 1 an d'avance en trésorerie. Ouais. Et ça, on l'a. Ok. Donc, Ouais, demain, après, il se passe... il nous arrive un pépin. Parce qu'il y a ça aussi, hein. On n'a pas de filet de sécurité. On a une maison, on a des enfants. Faut pas se planter. Donc ça, on a... Ouais, la règle des 1 an, elle est pas mal. Ouais. C'était important. Après, tu vois, ça s'est passé plus vite que prévu, mais aussi l'acquisition de nos bureaux. Ça, c'est en fin d'année dernière. Ouais, tout à fait. Oui. Et c'était... c'est pareil, ça s'inscrit sur du temps long, mais il y a quand même la confiance des banques et de... Là-dessus, ça fait plaisir. Alors, c'est un peu par la force des choses, c'est parce que la boîte qui nous hébergeait a fermé et tout ça, donc on a dû trouver une alternative, mais plus vite que prévu, mais c'est quand même des bonnes choses. Et puis, je trouve qu'en fait, c'était un peu... Toi, le plan qu'on s'était donné, c'était un peu tout ça. C'était finalement, si on arrive à déjà cocher ces cases-là, on pourra se dire, comment est-ce qu'on se projette ensuite ? Donc là, on est on est sur cette première phase des 3 ans, en fait, qu'on va finir à la fin de l'année, là. Et déjà, il faudra qu'on projette d'autres objectifs. Mais tu vois, après, pour suivre aussi un peu l'écosystème recrutement... Tu vois, je vois passer des trucs où tu es sur des volumes de chiffre d'affaires, mais parce qu'il y a aussi de l'intérim, je pense, derrière. Nous, on n'a pas trop on pourra en parler après, mais nous, c'est vraiment que du chiffre d'affaires, c'est que du recrutement, quoi. Ça, c'est le placement en CDI. Au CDD, on a une petite offre, mais il n'y a pas d'intérim. Donc, pas cette récurrence-là. Et en fait, ça, faut le faire, quoi. C'est du taf, quand même, je trouve, le fait d'être que sur du CDI, tu vois. Tu vas toujours chercher... tu recommences de zéro. Parfois, alors, sauf sur les gros comptes où tu peux avoir forcément de la récurrence, mais c'est quand même pas la même histoire. Et donc, en fait, tu vois, t'es quand même en tension un peu avec tout ça... parce que, après, il y a peut-être des gens qui arrivent à se dire c'est pas grave, ça va le faire. Tu vois, moi, je me dis toujours, en fait, faut toujours penser à demain quand même. C'est clair. Et pour revenir sur la question de l'intérim, est-ce que vous avez envisagé de l'intégrer dans votre offre ou pas ? C'est intégré. Ok. Je ne sais plus si je t'en avais parlé, mais en fait, donc on est complètement indépendant, on ne fait pas partie d'un collectif ou autre. Par contre, je me suis rapprochée d'Amaury de Moulin, de chez REC, parce qu'il est nantais aussi. Et on a signé ensemble. Donc, on n'en a pas fait encore. Okay. Et si demain, j'ai une demande d'un client qui me dit « je veux un intérimaire », eh bien, on peut, avec REC, porter ça. Donc, aujourd'hui, en fait, on peut tout faire, on peut tout proposer. Donc ça, je trouve que c'est pas mal Mais ça, c'est un peu avec l'émergence des collectifs, etc. Ça te permet d'avoir... de mettre à disposition de tes clients la même chose qu'un gros cabinet. Et on a les mêmes outils. Et après, juste pour finir sur... revenir sur la question et finir là-dessus, mais tu demandais que c'était quoi un peu les objectifs, tout, et c'est quand même mineur, c'est qu'il y ait du plaisir, je trouve. Tu vois, à faire ce que tu fais, que ce soit... Parce que c'est un job où t'es pas mal en tension, et tu vois, faut quand même que derrière t'aies des bons moments, que t'aies des réussites aussi, que tu valides ça, parce que en fait, si tu passes ton temps à subir sur ce métier-là, je trouve, c'est ingrat. Ça peut être dur, quoi. Ouais, c'est clair. Et si on revient effectivement sur la question des outils, sur votre première année, vous avez investi combien en outils ? Entre 40 et 5... Ouais, je dirais 45 000 €. Ouais, okay. Tu vois, tout compris. Donc, tu vois, c'est recruteur... CVT, de la sponsor d'annonces... on lésine pas sur les outils. Moi, je benchmark pas mal quand il y a des nouveaux trucs qui sortent. On s'est un peu réparti des missions, ça c'est peut-être intéressant aussi, mais on a chacun notre casquette dans le cabinet, entre guillemets. Mathieu, c'est plutôt le DAF et le contrôle de gestion. Il nous tient un contrôle de gestion vraiment hyper précis.
était sur cette question-là. Et moi, je suis plutôt sur la partie outils et com. J'aurais fait un peu plus de com, mais j'arrive pas, parce que ça prend du temps. Et les outils, je benchmark régulièrement. Et en fait, tu as l'impression que tout est révolutionnaire. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir tous ces outils. Voir qu'est-ce que toi, tu vas utiliser. Même en outils de prospection, on n'a pas trop d'outils de prospection. J'en ai essayé. Mais en fait, c'est des choses que j'utilise pas. Donc, je pense qu'il faut avoir les outils qui te vont. Mais il n'y a pas besoin d'avoir... parce que ça prend du temps d'utiliser tous ces outils. Donc, on lésine pas, mais par contre, on prend ce qui nous va. Et on regarde aussi le retour sur investissement. Là, on regarde... l'année s'est terminée. Nos recrutements, d'où est la provenance des candidatures. Et on est étonné. Donc, on est en train de réfléchir à peut-être arrêter un outil parce que finalement, on a tellement peu recruté avec lui. Ok, il se rentabilise, mais... Donc, mais ça ne doit pas juste se rentabiliser. Ouais, c'est ça, en fait, c'est aussi cette logique-là. C'est que si tu investis sur un outil, c'est qu'il doit t'apporter plus. Plus que ce que tu investis. Donc, c'est bien d'avoir des outils, mais il n'y a pas besoin de tout avoir, en fait. Il faut avoir ceux qui conviennent à ta cible. Mais c'est du test and learn, tu vois. C'est clairement ça. Et après, je trouve ça bien. Aussi, la démarche exploratoire, de se dire, tu vois, de faire des formations, typiquement avec toi, ça permet aussi de découvrir des outils. Tu fais, ok, c'est fort, quoi. Tu vois, ça apprend beaucoup, je trouve. Et puis, mine de rien, la logique de... Tu vois, nous, on essaye... Dans le business plan, on s'était mis un peu, toi, une partie outils, une partie matériel, une partie tout ce que tu veux, tu vois. Et en fait, c'est aussi d'essayer d'avoir un plan et de s'y tenir. Alors après, en fait, les plans, c'est aussi fait pour en sortir parfois. Je dis pas le contraire, mais en tout cas, c'est intéressant et de faire des choix, tu vois, de se dire, je suis là-dessus, parce que finalement, si tu prends tout, à la fin, je pense que tu peux aussi te perdre pas mal, quoi. Et du coup... se dire, là, on voit que c'est utile, que ça marche, c'est bien, donc on poursuit, on réajuste. C'est vraiment cette logique-là. Et d'être à deux là-dessus sur l'analyse, c'est bien, parce qu'il y a des fois, tu hésites un peu, puis en fait, avec le temps, avec la discussion, tu te dis, ça fait 4 fois qu'on en parle ensemble, et on trouve qu'il n'y a pas trop de retour, en fait, tu vois, stop. Tu vois, et je pense que t'es tout seul, tu peux plus hésiter aussi, tu vois, c'est clair. Tu vois, tu dis, est-ce que je ne vais pas passer à côté de quelque chose ? Mais encore une fois, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de règle. Enfin, tu vois, moi, je n'irais pas conseiller un outil parce qu'en fait, en fonction du marché, du secteur d'activité, du profil, ça peut vachement changer, quoi. Et justement, quels sont... tu as regardé, tu as analysé en tout cas les outils qui te rapportaient le plus. Quels sont les outils où tu as un ROI qui est hyper fort ? Je trouve que la sponsorisation d'annonces... sur Indeed, ça marche quand même bien. Et après, quand même, mon recruteur, pour la chasse de tête, c'est quand même... Par rapport au coût, finalement... mais on en a quand même fait beaucoup. Oui, on sponsorise, mais on a pour moins cher que... Ah, la sponsorisation d'annonces sur LinkedIn ? Premium, oui. Ok. Ouais. Mais après, mis bout à bout, tu vois, c'est aussi cette analyse-là qu'il faut avoir. On va pas rentrer dans le détail. Non. Mais tu vois, si tu mets tout bout à bout sur l'année, ce que tu peux mettre en sponsor, c'est quand même aussi un montant, je pense. Donc, en fait, qui s'approche, grosso modo, d'une licence recruteur. Je pense, faudrait faire on n'a pas fait les calculs, donc on peut pas être assez précis. Mais ça, c'est vraiment pro parce qu'on n'a pas la même analyse que une amie à nous qui a son compte, qui, elle n'a pas forcément... Ces candidatures, elle n'a pas les mêmes provenances que nous. Donc, ça dépend des marchés. Elle, LinkedIn, ça marche pas. La chasse marche moins, tu vois. Et du coup, ça, c'est que à l'utilisation par rapport à ce que tu vas en faire, que tu vois ce qui marche ou pas. En ATS, c'est pareil, on n'en attend pas les mêmes choses. Nous, on est content d'une autre, mais ça dépend ce que tu veux. Et c'est bien, je trouve, quand tu es indépendant, c'est que tu es marié avec personne. Donc si... si, quand même, vous êtes mariés ensemble. Non, non, mais tu vois, tu peux changer d'outil. Rien ne t'est imposé. Donc, bien sûr.
Bah nous, C'est le c'est encore côté plus compliqué que entrepreneurial quand qui tu es est sympa. indépendant, parce que quand tu es indépendant tout seul, finalement, parfois le choix, tu peux aussi le faire tout seul. Tout à l'heure, je disais c'est bien d'être à deux, et aussi des fois, on n'est pas d'accord sur des trucs. Oui, c'est du Et là, du compromis. coup, faut trouver les Et bons justement, arguments. comment on prend la décision quand on est associé et quand on est associé en couple sur une décision en plus importante. Enfin, je veux dire, je pense que c'est déjà pas facile de faire des compromis quand on est associé. Ouais, non, mais tu vois, nous, on a des moments... On est quand même en phase. on est en phase, mais il y a des moments où en fait on se prend la tête aussi, on n'est pas d'accord sur des choses. Et puis, Et vous faites quoi? Vous mettez le sujet en suspens ou vous le traitez? ouais, bon, après, on est deux têtus, si tu veux. Donc, je pense que si on veut obtenir quelque chose, on finit par tanner l'autre, tu vois. Voilà. Et puis, je pense qu'aussi, c'est l'histoire, mais même de toute histoire entre associés, de façon générale, et pas qu'en couple. Mais c'est des compromis, quoi. C'est à quel moment, à un moment tu dis, bah ouais, ok, on va aller là-dessus. Tu vois, même sur l'hyper spécialisation, sur la com, tu vois, est-ce qu'à un moment donné, on n'aurait pas, ce serait pas hyper fort de faire tout un site web que médico-social, se baser que là-dessus. Mais en fait, ce serait renier une grosse partie de l'activité de France et Et que qui j'aime fait bien aussi. en plus. Ouais, bah oui, bien sûr. Sauf qu'en fait, tu vois, moi, quand je me présente, ma spécialité aujourd'hui, je fais que ça. C'est que une typologie. En gros, c'est du cadre intermédiaire jusqu'au directeur général d'assaut de fondation secteur médico-social, quoi, tu vois. Et en fait, quand tu fais ça, bah, tu pourrais presque, toi, ta com, tu pourrais presque tirer le drap à toi et dire on fait que pour moi, quoi, tu vois. Sauf que du coup, bah non, tu dis, bah non, l'aventure, elle est ensemble. Et c'est ça aussi qui est beau. Ce qui va faire qu'on doit modifier le site web, ça va nous prendre 1 an parce qu'on ne sait pas trop comment le modifier. Voilà, Sinon, il peut y avoir 2 sites web. Ouais, bah après, tu peux faire faire des des marques et des cabinets. C'est moi qui fais les sites web, donc on va je pense aussi, tu vois, l'idée, moi, quand je suis sorti du secteur médico-social et que je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale, justement, c'est aussi parce que je trouvais ça chouette de faire un petit modèle où on restait à deux, parce que tu vois, on y a réfléchi même à un moment donné, à pourquoi pas embaucher. Je sais plus, toi, tu avais croisé Joseph Callen, je crois, sur un. C'était au Talent Lab, je crois. Oui. Ouais, et qui avait dit, ouais, on a tous commencé. Ah oui. On a tous commencé un cabinet, à ça deux. démarre à une personne. Ou à deux. Ça. Et en fait, après, on a tous des velléités de plus. Mais sauf qu'en fait, moi, On aujourd'hui, n'a pas on est trop, assez d'accord là-dessus à dire, bah, en fait, tu vois, on est bien, on écrit notre histoire. Et puis moi, je suis pas sûr d'avoir très envie de faire un truc, tu vois, un très gros cabinet, en fait, demain. Tu vois, moi, j'ai déjà testé le management. Tu vois, je m'y suis éclaté. Mais en fait, tu vois, dans le recrutement, c'est pas un truc qui me fait plus rêver que ça. Et tu vois, Oui, non, ça nous va bien ce format. Le format petit, quali et puis agile, quoi. Je trouve que c'est aussi ça que tu peux vendre comme une force. C'est important. Vous aimeriez quand même recruter 1, 2, 3 personnes ou vraiment le format 2 vous convient très bien et pour l'instant vous envisagez de rester comme ça? On envisage de rester comme ça. On envisage tout le temps. De toute façon, les bureaux qu'on a achetés. On pourrait. Mais ça sera. Du coup, on va perdre le confort qu'on cherchait. Oui. T'as fini ta déco? C'est presque fini. Mais moi, je parle fort. Donc, si on est plus nombreux, je vais déranger tout le monde. Donc, on faut qu'on reste à 2 dans ces locaux. Bon, je sais pas, après, tu as travaillé en open space, en cabinet, ça marchait quand même. On vient de démarrer du coup 2026. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés cette année? C'est essayer d'être dans notre business plan qu'on avait écrit en 2023. Objectifs financiers. En termes de recrutement, ça serait à nous deux, je parle à 2, de faire 40 ou au moins 40 recrutements, voire plus. Ce serait ça l'idée. Ce serait top. Un peu de conseils aussi. Toi, développer tranquillement cette partie conseil, ce serait intéressant. Et puis, après, le maître mot, on le dit pas assez, mais c'est que ça reste quand même du plaisir, quoi. Tu vois, avec du plaisir, et tu vois, ça peut être ingrat, mais il y a quand même des bons moments, des moments forts aussi, plaisants. L'aventure, nous, à 2... c'est surtout qu'en fait, nous, il n'y a jamais de déconnexion entre le pro et le perso.
Donc, t'as pas... Si la journée, elle est... Enfin, ou si on se chamaille sur quelque chose de pro dans la journée... Non, mais... Oui, Bah, non, en mais fait, tu me le ramènes on à vit la ensemble. maison. Hein. Donc, il faut que ça reste un plaisir parce que sinon, c'est notre vie privée, notre vie familiale qui peut en pâtir. Donc, et ça, c'est aussi un sujet. On s'était dit, avant de lancer la boîte, attention, parce que c'est la première chose que les gens nous disent quand on dit qu'on travaille ensemble. C'est tout le monde dit, ah ouais, mais j'aurais jamais fait ça. Jamais je pense j'aurais travaillé. La réaction avec de 98% des gens, c'est ça. C'est- C'est de dire, ah, jamais j'aurais fait ça avec ma femme. mon mari et tout, au secours. Et ça va et tout. C'est toujours le premier étonnement. Et on s'était promis avant de se lancer en disant, à un moment, si ça se passe mal ou quoi, et que ça empiète sur notre vie privée ou familiale, il faudra arrêter. On va pas foutre en l'air notre famille pour un boulot, même si c'est important. Donc nous, quand même, l'articulation, faut que ça se passe bien au boulot quand même pour notre vie en général. Mais du coup, ça, et ça passe par le fait aussi, tu vois, dans le modèle indépendant, c'est aussi ce que tu peux venir chercher, c'est d'avoir ton fonctionnement à toi, de t'organiser comme tu veux, tu vois, Puis on aime bien le côté entrepreneurial aussi, diversifié, d'aller, toi, d'être à son compte, de aussi, nous, ça nous intéresse, cette partie plus gestion d'entreprise, comment, si là, on crée une autre société, etc. Comment après, on gère on gère notre boîte. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Donc aussi, dans nos objectifs, c'est comment on optimise ça, on fait travailler ça. C'est au-delà du recrutement. C'est la partie entrepreneuriale aussi, ça nous anime, ça. Et quand tu te lances à ton compte, il faut aussi que tu aies cette appétence-là parce que ça peut être... parce que c'est aussi des lourdeurs. Hein. C'est des lourdeurs administratives, c'est plein de... Donc... Super intéressant. On arrive sur la fin de l'interview. Peut-être juste dernière question. Puis après, je vous laisse rappeler vos candidats, parce que je crois que vous avez des candidats en process. Quel conseil vous pourriez donner à des consultants qui envisagent de se lancer à leur compte en couple ? En couple ? Ouais. Ah bah oui. Ouais, Même si vous avez commencé un peu à y répondre sur la fin de l'interview. je pense qu'il faut être au clair aussi dans poser les choses, la frontière, même s'il n'y en a pas entre le pro et le perso, parce que nous, des fois, sur l'oreiller, à minuit, on se dit, ah oui, t'as préca, là, ça se passe bien avec ton candidat, ouais. Et on dit, ah non, arrête, faut déconnecter. Moi, j'arrive pas trop à déconnecter, mais du coup, faut être en phase l'un et l'autre là-dessus. Qu'est-ce qui serait important? Aussi, moi, je trouve que c'est ça, c'est bien poser les choses sur les limites, même si, tu vois, on disait tout à l'heure, il y a un plan et puis il n'est pas toujours respecté, mais... Et sur aussi les limites dans le sens, tu vois, à quel moment ça va trop loin et justement, ça met pas en péril ta vie personnelle, quoi. Ça, c'est important parce qu'en fait, tu peux tout foirer, quoi. Tu peux foirer et le pro et le perso. Tu te dis à un moment, si tu vois que le pro, c'est plus possible, en fait, il faut préserver le perso. Je pense que ça, c'est le sujet important, quoi. Peut-être aussi pas vouloir tirer la couverture à soi. Parce que tu es deux et à un moment, faut que chacun ait sa place, que ça soit équitable. Mais comme dans un couple équilibré aussi, faut... et ça, je pense, déjà dans le perso, on est équilibré, mais il faut aussi que dans le pro, ça soit équilibré. Nous, il y avait un sujet là-dessus, parce que c'est moi qui venais du recrutement, donc qui connaissais le métier. Toi, ton expertise secteur, c'est toi qui l'as. Donc voilà, c'est un équilibre. Mais ça, tous les couples sont différents, tous les projets de création de cabinets ou d'entreprise sont différents, donc c'est... Mais après, tu vois, moi, je suis c'est marrant, mais je sais aussi de ce que je dois à France sur le cabinet. Moi, je suis pas sûr que j'aurais pu travailler en cabinet classique. Tu vois, faire comme vos expériences à vous deux. Je suis pas quelqu'un, je pense, fondamentalement. C'est pas fait pour tout le monde. Et tu vois,
Par contre, en fait, je peux le faire dans ce système-là parce que, et ça marche bien. Parce qu'en fait, c'est un projet, quoi. Et je sais aussi que je le dois en partie à France, parce qu'on a su s'écouter, on a su développer, que toi, tu m'as appris aussi des choses du métier, parce qu'en fait, tu t'inventes pas. Si tu n'as jamais fait de recrutement, te lance pas en recruteur indépendant, ça peut être compliqué, quoi, tu vois. C'est pas techniquement compliqué, en fait, le recrutement. Ou alors tu as un très gros réseau qui va te servir. Tu vois, c'est pas simple. C'est pas un métier qui est simple, mais il faut quand même connaître quelques astuces, quoi. Oui. Mais donc, tu t'improvises pas, je trouve. Et ça, du coup, tu vois, c'est aussi de se dire, faut accepter parfois de rendre... moi, il y a des missions, j'aurais pu les faire. Mais en fait, tu dis, non, ta ligne, c'est ça, c'est plus France, dans l'esprit qu'on veut. Et en fait, je trouve que presque, tu vois, il y a 1 ou 2 missions où ça m'a presque rendu plus heureux de voir France s'épanouir dessus que de le faire moi-même. Et ça, c'est cool. Tu dis aussi, c'est une chouette réussite. Super. C'est un esprit d'équipe. Ouais. On n'est que 2, mais on est une petite équipe, quoi. Et en tout cas, c'est très inspirant. Et après, faut pas perdre de vue qu'il y a des jours où tu te prends quand même la tête. C'est clair, oui, je viens de croire. Je viens de croire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Camilla. C'est vraiment hyper inspirant et je pense que ça va parler à quelques recruteurs indépendants qui se posent la question, peut-être, effectivement, de se lancer. Il y en a d'autres qui sont. Il y en a quelques autres, oui, tout à fait. Tout à fait, moi j'en ai croisé quand même 3-4. Ok. Ah ouais, okay. Ouais. Il y a Relais Assure, il me semble. Ils sont j'en ai 2-30. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci. Et puis je vous dis à très vite. Toi aussi. Merci, à bientôt. Bonne journée.